Notre deuxième segment de la semaine, c'est un jeu et rôle. Donc, tu vas nous parler d'une mécanique de jeu, je vais vous parler Oui. d'idées pour épicer votre roleplay autour de la table. Tu voulais nous parler, en mécanique de jeu, de De masque. masques? Oui. Et je vais vous parler plus précisément des étiquettes changeantes. Alors, masque, très Alors, rapidement, représente-nous masque pour les oui. gens qui ne connaîtraient Euh, pas masque. Proposition ludique en trois mots. Non, 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 en trois groupes de mots. Équipe de super-héros, adolescents. Voilà. Deux groupes de mots finalement. Il y avait C'est équipe. En fait, c'est équipe. Alors, attends, pardon. Représenter masque, c'est très simple. C'est une équipe de super-héros adolescents. On peut même inverser et des équipes d'adolescents super-héros. Et c'est important. mais Donc, c'est un jeu qui est basé sur la mécanique PBTA. Donc, 2d6 plus, et on essaie de battre. Powered by the Apocalypse, c'est-à-dire les jeux dérivés d'Apocalypse World. Exactement. 2d6 plus une stat, une étiquette, du coup, ici. Et on va essayer de faire le meilleur truc possible avec des échelles de résultats 6 moins, 7 9 et 10 plus. Là où Juste, tu vois que Mask. c'est un jeu où il n'y a pas obligatoirement de la bagarre, c'est un jeu où il y a beaucoup de drama. Il y a beaucoup de drama, il y a un peu de bagarre parce qu'il y a des super-héros et en général il y a quand même une menace extérieure. Mais du coup, effectivement, c'est très centré sur les relations entre les personnages et le ressenti des personnages justement en tant qu'adolescents. Le côté adolescent est très important et est très intéressant parce que justement, effectivement, pendant l'adolescence, on est sur une phase de transition où on se cherche, pardon, on cherche son identité et c'est là que qu'interviennent les étiquettes qui sont changeantes, qui se modifient au fur et à mesure du jeu. Donc les étiquettes sont celles qu'on voit en haut à gauche. Donc on a dangereux, différent, sauveur, supérieur et normal. Et en fait ça c'est la manière dont se perçoit le personnage. Quand lui il se décrit par exemple, et ben là j'ai pris je sais même plus lequel j'ai pris. On va prendre les stats qui sont un peu grisés. Il va se voir plutôt comme une personne très normale qui essaie de sauver les gens, qui se sent dans la moyenne des lycéens, par exemple, mais qui se sent pas du tout différent et qui est pas du tout dangereux. Donc avec les -1, les plus 2, les 0 et les plus 2. Voilà. Évidemment, cette perception, quand on est adolescent, même quand on est adulte hein, d'ailleurs, elle se modifie en fonction de ce qu'on vit, mais en fonction aussi et surtout du regard des autres. C'est-à-dire que dans le jeu, il va y avoir de la mécanique, on va faire des actions, on va réussir ou échouer ou réussir partiellement. Et évidemment, eh bien, en fait, le regard des autres va intervenir. Par exemple, quand un adulte va nous donner un ordre, il y a un beau jeu entre adultes et adolescents. L'adulte va te dire non, tu ne peux pas sortir, sauver le monde, c'est beaucoup trop dangereux. Donc l'adulte décrète que tu es normal et pas dangereux, par exemple. Évidemment, en tant qu'adolescent, tu peux choisir d'essayer de repousser cette influence. Tu vas dire, bien sûr que non, on peut le faire, et évidemment que je vais le faire. Je tire des rayons laser avec mes mains, regarde-moi bien, je sors, quoi. Va s'en suivre un jet de dés, et en fonction de la chose, le joueur gardera la décision finale de sortir ou non, mais va se sentir plus normal ou pas, moins dangereux, ou plus dangereux et moins normal que ce que l'adulte lui a renvoyé. Et ça, eh ben, c'est extrêmement cool. Alors, c'est extrêmement cool pour plusieurs choses, parce qu'on a encore une fois une mécanique qui vient alimenter la fiction et la fiction qui vient alimenter une mécanique. Si vous suivez un peu la chaîne, me plaît particulièrement et c'est ce que je recherche en jeu de rôle. Mais c'est surtout que du coup, on a un personnage qui évolue constamment et qui évolue dans sa manière de se voir et de se comporter face au monde. Et ces étiquettes, c'est pas des stades, vous l'aurez vu, dangereux, différent, sauveur, supérieur, normal. C'est vraiment des manières d'être. Et donc, ça va être des guides de jeu, des guides de roleplay. Et donc, ces étiquettes-là, elles vont venir changer. En plus, en dessous, vous le voyez, on a des états émotionnels qui vont venir les affecter. Donc, les états émotionnels, dans la plupart des PBTA, dans certains PBTA, je vais me calmer, on a souvent des blessures ou en tout cas de quoi marquer à l'atteinte physique des personnages. Dans Mask, pas du tout. C'est que des états émotionnels. C'est effrayé, désespéré. Les règles par rapport à ça, elles te disent de devoir jouer ça. C'est-à-dire quand t'es effrayé, tu dois faire ton RP effrayé ou Exactement. d'accord. Et tu as des actions libératoires. C'est-à-dire que tu peux ne plus être effrayé si tu décides. Non, alors tu peux ne plus être en colère, par exemple, si tu décides de tout casser.
la petite limite, et qui est assez chouette pour pas que ça devienne une espèce d'usine à gaz de bah oui, bah je casse tout parce que je suis en colère, c'est que ton état il disparaît pas avant la fin de la scène. Donc c'est-à-dire que même si tu casses tout dans la scène, ça s'en ira à la fin, le temps que tu aies le temps de redescendre en pression par exemple. D'accord. Et donc tu as ces guides. Ouais, pardon, Donc vas-y. en gros, ta psychologie peut te pousser à faire du fail forward, c'est-à-dire en gros de jouer pas le Ex- move le plus optimisé pour en gros ce qu'on attendrait d'un héros Exactement. Exactement. Et effectivement, le jeu est très orienté là-dessus parce qu'on te le dit, hein, c'est du drama, et donc pour faire du drama, bah, c'est bien d'être un peu instable émotionnellement. on n'est pas là pour Et tout donc, réussir quoi. c'est ça, mais t'es pas du tout là pour tout réussir, parce qu'effectivement, en vrai, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se comporte l'adolescent avec des super pouvoirs face à la réalité mais même, tu peux prendre des états émotionnels, et tu peux être en danger dans une scène aussi simple que quand t'es à l'école et que t'as un prof qui te crie dessus, en fait. Ou que t'es entré avec ta meilleure copine et qu'en fait, tu t'embrouilles parce qu'elle t'a piqué ton mec. Voilà. Ou que elle a déchiré ton livre, parce que c'est un livre auquel tu tenais beaucoup. Et donc le jeu est extrêmement centré sur ça. Et évidemment, il y a une autre mécanique qui est le soutien, le support entre les joueurs. En fait, tu peux essayer de réconforter quelqu'un, histoire de faire perdre des états émotionnels et aussi de valoriser ce que tu sens être plus important pour le personnage. Bien sûr que non, t'es pas dangereux. T'es plutôt quelqu'un de gentil. La dernière fois, tu t'es mis en avant et tu te serais sacrifié pour sauver ce bus de gens. Eh bien, boum, tu vas perdre un état émotionnel de désespéré ou de furieux, et tu vas peut-être changer ton étiquette de dangereux plutôt vers sauveur. Et là je Et vois quand même inversement, ça peut se faire dans sur ce tous que les je cas. vois, il y a quand même des chiffres à côté. Donc les Oui, étiquettes, c'est pas du pur écrit pour définir le et personnage. non, exactement, ça rentre dans la mécanique 2D. En fait, quand vous avez des moves, par exemple, à droite, ta, 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 souffre en silence. Quand tu te dresses faire ce moment face à un danger terrifiant, j'ai le plus sauveur au lieu de plus dangereux pour affronter directement une menace. Et en fait, effectivement, les étiquettes viennent pour ces moves-là, pour les manœuvres, pardon, je vais parler en français. Les étiquettes viennent dans les manœuvres. Donc, les valeurs numériques, elles ont un impact mécanique, et donc forcément aussi sur la fiction, parce que le PBTA est tout en fiction, et ça va, ton résultat va impacter, pardon, l'histoire et ce qui se passe. Parce que après quelques temps de pratique avec des étiquettes, je me rends compte Ouais. qu'en fait, là c'est très bien que étiquette roleplay soit liée à mécanique, mais j'ai remarqué qu'en fait un mot ou quelques mots, parfois ça peut être, certes les valeurs numériques c'est bien, il y a certains joueurs qui aiment bien que savoir Mm. qu'ils ont une force, tu vois, qu'ils vont réussir quelque chose à 60%, ça leur permet Ouais. d'avoir une vision claire et mathématique des choses. Mais je sais qu'à force de jouer avec des jeux où on peut mettre des étiquettes et où parfois Pexé, c'est juste rajouter un mot à cette étiquette, et ben ça peut avoir un gros effet quoi. C'est-à-dire dire je suis un prince en fuite, c'est pas la même chose que dire je Mm. suis un prince en fuite du royaume et tu donnes le nom du royaume. Ça, tout d'un coup, le royaume existe dans la fiction. Exactement. Et t'es un prince, ça veut dire quelque chose sur ton personnage. En fuite, ça veut dire voilà les soucis qui peuvent t'arriver dessus. Et en gros, parfois, même dans certains jeux il y a il y a un maximum d'écrits et pas tant que ça de stats, on, on peut faire progresser son histoire et le rapport au monde juste avec ces termes. Ce que je veux dire par là, c'est que le PEX, parfois dans un jeu, Mm. n'a pas besoin d'être que mécanique. Et le PEX, c'est Complètement. aussi le rapport au. C'est pas que prendre plus ça en force, quoi. De savoir que tu as sauvé un prince en fuite et qui t'est Mm. redevable, bah, c'est un PEX, certes, qui n'est pas noté, mais qui a un rapport. Et si tu marques sur ta fiche j'ai sauvé un prince en fuite du royaume 2, bah, le royaume 2 m'est redevable et c'est quelque chose qui est marqué, qui est roleplay, qui est Ouais, marqué c'est nulle ça, part par le. complètement. Alors Pour, est-ce que pour, c'est une étiquette? Est-ce que je suis hors sujet ou pas? Ou est-ce Bah, qu'on est. c'est une étiquette, un trait, appelons ça un peu comme on veut, mais oui, complètement. Pour rebondir et abonder dans ton sens, avec laquelle on joue à Warhammer 40 000, et bien pour justement avoir axé beaucoup plus sur la fiction et sur le plaisir de jeu et le roleplay, etc., Marin a décidé qu'on allait passer sur le système FU, qui est un système où tout est basé sur des traits, donc qu'on peut appeler étiquette. Et donc en fait, bah, moi par exemple, je suis un psyker, et bah, je vais pouvoir avoir des avantages, enfin, je vais pouvoir lancer des pouvoirs psychiques. Et vu que je suis un psyker assermenté impérial, eh bien je maîtrise mieux ma magie, et puis etc., etc. Donc oui,
les... j'aime de plus en plus les jeux à traits quand la mécanique est bien faite derrière et bien cohérente, parce qu'effectivement, on se retrouve vite avec des personnages qui prennent beaucoup de sens avec l'univers dans lequel ils évoluent, et surtout, effectivement, qui gagnent en cohérence et qui gagnent en facilité de jeu, parce que tous ces traits, ça va être des créateurs ou des facilitateurs ou des améliorateurs de fiction, en fait. Et un pense-bête pour le MJ, tiens, il est en fuite, il faut que je lui envoie les poursuivants au cul, quoi. Exactement, pour le MJ, t'as pas à te dire santé mentale, machin, ou ah putain, il a que 32 en force, ça nous parle pas vraiment, 32 en force par exemple. Alors que bah, je suis un personnage maladif, avec un pied beau ou une épaule disloquée, et bah tout de suite, ça parle en fait. Tu vois que la personne a pas de chance déjà, quand même. Euh, Mais voilà, ou à l'inverse, une force surhumaine, on n'a pas besoin de la chiffrer en fait. Ça veut dire que le mec, il est capable, quand il essaie de péter une porte à main nue ou de soulever un gros caillou ou une charrette, oui, ok, très bien, tu peux essayer ou tu peux y arriver même carrément. Oui, mais s'il a une épaule disloquée, non. Ah bah oui, Non, mais mais donc, voilà, donc et s'il a une force surhumaine et une épaule disloquée? Bah, mais c'est pour dire juste que ce mot-clé, dans la Oui, fiction, parfois, il n'y a même pas besoin de réfléchir, c'est une évidence, c'est une épaule disloquée, non, tu peux pas bah non, soulever tu ta peux charrette. pas. C'est ça. Et donc, Bah non. il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Le Ouais. mot-clé Ah, t'as le pied est... cassé et t'essaies de courir un 100 mètres? Bah non, quoi. Ou faut être très doué en béquille, quoi. Mais voilà, effectivement, ouais, je trouve que ça permet vraiment de bien nourrir la fiction. Et de quoi tu veux nous parler en rôle, du un coup, rôle. Matt, Ah. aujourd'hui? Alors, Ouais. en rôle, je veux vous parler d'un monsieur d'un certain âge, puisqu'il est né en 1933. Je vais vous parler de Keith Johnstone. Keith Johnstone est un auteur de théâtre d'improvisation anglais qui a écrit deux bouquins. Un qui est sorti en 99 et un qui est sorti dans les années 70, en 71 il me semble. Et celui dont je vais parler c'est Improvisation and the Theatres, qui est un livre assez touffu, qui est un livre d'impro, parce que Keith Johnston est un chantre de l'improvisation. Il a son école d'impro. Il a été un des mecs qui a lancé le sport impro. Évidemment, il y a plein d'écoles d'impro différentes. Je pense qu'il y a des chapelles dans le monde de l'impro. Je ne connais pas assez le monde de l'impro pour rentrer là-dedans, mais je pense qu'il y a des chapelles, qui vont dire oh non, c'est de la merde ce qu'il a dit, d'autres qui vont dire c'est mon Dieu vivant, etc. En tout cas, moi j'ai lu Dites-nous son. dans les commentaires. Voilà, j'ai lu, ou alors je sais pas de qui tu parles avec ton vieux gars des années 70. Mm. N'empêche que ce gars, Improvisation and the Theater, je l'ai lu pour vous, Mm. et j'en ai tiré des choses intéressantes pour le jeu de rôle. Alors déjà, il parle beaucoup du masque, parce que c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé sur le masque, et qui part du principe que pour une impro, quand on improvise, on n'a pas besoin d'avoir un script et un background de 14 pages. Justement, c'est de l'impro, il faut que tu réalises sur un mot, une C'est mieux. idée, etc. C'est le principe de l'impro. Et que C'est donc, mieux. C'est plus logique. le masque a beaucoup d'importance, puisqu'en fonction du masque que tu as, bah, tu as déjà ton personnage qui est écrit en partie par le masque, dans ce que tu joues, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est joyeux, etc. Et on retourne dans des archétypes qui sont les archétypes dans la comédie dell'arte. Quand tu joues Harlequin, tu sais ce que tu dois jouer. Quand tu joues Polichinelle, tu sais ce que tu dois Mm. jouer, etc. Mais le truc le plus intéressant, c'est qu'il a poussé sa logique de zéro préparation, c'est du pur impro, vous avez besoin que d'une information la plus basique possible, avec une idée que moi je trouve super bien et qui est très intéressante pour le jeu de rôle, qui est jouer haut, jouer bas. Qu'est-ce que c'est, Matt? Jouer haut, Qu'est-ce jouer que c'est bas? jouer haut, jouer bas? Et donc, jouer haut, jouer bas, c'est le principe que pour Keith Johnston, il te dit le plus important dans des relations interpersonnelles, c'est de connaître le rang social et le Oui, rang c'est vrai. d'autorité qu'on a sur quelqu'un. Mm. Un parent sur son enfant, un maître sur son serviteur, sont les hauts et bas les plus classiques. Mm. C'est-à-dire que bah, le maître joue haut, c'est-à-dire il se sait, est-ce que c'est la vérité, ça c'est Se autre veut chose, mais il supérieur. se sait Mm. supérieur, le serviteur se sait inférieur. Il va donc dire monsieur, courber les chines. En impro, il va donc changer son corps, et l'autre sait qu'il est le maître, il va donc Je suis ton je maître, suis ton maître. obéis. Et donc déjà, le Ouais. roleplay est posé tout de suite, juste parce que Mm. tu sais que tu joues haut et que tu joues bas. Je suis ton père, je suis un enfant, etc. Évidemment, tu peux subvertir tout ça. C'est le cas dans les fourberies de Scapin. Scapin joue bas Oui. face à son maître pendant tout le truc, jusqu'au moment où le maître se retrouve dans un sac et où le Scapin tabasse le maître dans son sac. Le Et maître dans donc, le sac.
il devient il devient en fait celui qu'il a enlevé, son ravisseur. L'autre a peur, il dit oh, je vous donnerai tout mon argent. Et tout d'un coup, le maître se replie sur lui-même, il joue bas et l'autre joue haut parce qu'il devient le ravisseur qui se cache sous un masque, justement, pour se masquer auprès de son maître. Donc, cette idée-là, appliquée au jeu de rôle, parce que ça reste une scène de jeu de rôle, une chaîne de jeu de rôle, est super intéressante. Parce que pour moi, c'est une manière. Alors, vous pouvez le faire sur des longues campagnes, mais en one shot, si vous voulez arriver à ne pas avoir une table de jeu de rôle plate, et c'est ce qui arrive dans beaucoup de tables de jeu de rôle, où en gros, tout le monde a ses enjeux, tout le monde a ses. Mais il a fabriqué son personnage, c'est lui tout seul, il est un prince justement en fuite. Et il est dans son truc, je suis un prince en fuite, je suis un prince, et il n'y a que ça qui compte, et il fait son roleplay en vase clos, et c'est ce qu'on voit souvent dans une table de jeu de rôle, les gens font leur roleplay en vase clos, c'est quand même très courant, je l'ai fait moi aussi, je l'ai subi, je l'ai vécu, genre, c'est pas, je ne suis pas au-dessus de la masse, je fais partie des gens qui ont fait aussi du roleplay en vase clos. Ça va avec les backgrounds de 14 pages, et moi j'appelle ça de la masturbation aussi. Voilà. Le background de 14 pages, c'est bien, mais quand les joueurs peuvent y intervenir, mais ça c'est autre chose. Moi je parle caché. Moi je parle avec un minimum d'infos, un minimum d'informations, comment on peut créer du roleplay. Juste si autour d'une table, vous forcez vos joueurs à avoir des rapports de domination, il faut que vos joueurs acceptent ça. Mais de domination, j'entends un grand frère sur son petit frère, un maître sur son serviteur, et tout d'un coup vous avez un roleplay qui va se créer d'office. J'ai un jeu sur lequel je bosse qui s'appelle Voyage en Pays Fantastique, qui raconte des histoires rocambolesques d'aventures, etc. Il y a des rôles de serviteurs, c'est les rôles que les gens kiffent le plus de jouer, et ils ont un maître, et dès que il y en a un joueur, il sait qui est le maître, et il y a un autre, il sait qui est le serviteur, ils ont un lien de roleplay qui est tout de suite direct, hyper efficace. Complètement. Et parce que justement, en plus, dans Voyage en Pays Fantastique, on rejoint un peu les Fourberies de Scapin, où justement, on va jouer sur se jouer au jouet bas et sur les relations entre les personnages pour les subvertir et pour venir les tordre souvent, avec notamment le fourbe, quoi. Et donc, et ce jouer haut, jouer bas, c'est quelque chose en plus, si vous voulez pousser la logique, vous pouvez même le faire en triangle. Le maître joue haut sur le serviteur joue haut sur, on va dire, la petite fille, parce que en gros, c'est son père putatif, mais la petite fille joue haut envers le noble, parce qu'en gros, elle a un rang de noblesse supérieur au noble qui est en haut, qui était au début dans le triangle, qui donc va s'écraser devant elle, parce que c'est la fille du comte, alors que lui, il n'est que chevalier. Tu vois, mais en même temps, la petite fille, elle considère le serviteur un peu comme son père, donc elle va s'écraser devant lui. Et donc, tu peux créer comme ça en quelques secondes des relations de hiérarchie, ce qui ne veut pas dire que tu es là pour écraser la gueule de l'autre, encore une fois, mais ça permet de savoir où tu te places par rapport à l'autre, comment tu joues, et de créer des relations interpersonnelles hyper efficaces avec rien, en fait, comme background. Carrément. Voilà. Très bien. C'est très chouette. C'était mon rôle, version improvisation, Keith Johnston, jeu bas. Essayez sur votre prochain OS, personnage que vous recevez, vous mettez un lien avec une personne et justement vous décidez qui joue haut, qui joue bas, et essayez de triturer cette notion dans vos parties. À bientôt sur JDR Factory. Merci de nous avoir suivis. Salut, à la prochaine, sur ciao. Discord, sur notre Twitter. Oui.